Je remercie donc l'association étudiante La Sterne et Planète Conférence de m'avoir permis d'être ici ce soir. Et puis moi aussi, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Alors pour vous présenter un petit peu ce qui va se passer, c'est vrai que je vais parler un peu de mes résultats de thèse, puisque c'est quand même ce que je connais le mieux, pardon. Mais bien sûr, présenter uniquement des résultats de thèse en fait, ne suffit pas forcément, puisque c'est quelque chose de souvent très spécialisé, alors que ça s'inscrit en fait, dans un contexte beaucoup plus large. Donc vous allez voir, je vais parler de pas mal de choses concernant la Mélanésie, avec un petit biais quand même environnemental. Je suis d'abord paléoenvironnementaliste avant d'être archéologue. Donc vous allez voir, je vais pas mal parler donc, de l'environnement, des relations entre l'homme et son environnement, et comment est-ce qu'il s'est adapté sur des îles, comment il s'est adapté sur un nouveau territoire, comment est-ce que l'environnement a pu également changer son potentiel comportement. Alors, avant de commencer, éventuellement, une petite anecdote. Déjà, j'ai précisé, j'ai pas mal insisté pour que ce soit bien indiqué une préhistoire de la Mélanésie et pas la préhistoire de la Mélanésie, puisque déjà, je ne vais pas forcément parler de toute la Mélanésie, à part pour la petite présentation, à part pour au début. Vous allez voir, je vais surtout parler d'une partie de la Mélanésie, je vais même déborder un petit peu et parler d'autres pays. Et ensuite, je ne vais pas forcément parler de toute la préhistoire, ce serait beaucoup trop large et on n'a pas, je ne vais pas vous faire un cours non plus de préhistoire. Alors, hop, pour commencer, déjà, moi j'aime bien poser des questions. Petite question, c'est pour savoir, à votre avis, est-ce que vous avez une idée de où se trouve la Mélanésie et de quel pays, je vais mettre un peu dans les rangs, et de quel pays elle concerne finalement? Vous avez une idée? Effectivement, c'est l'Océanie. On est dans ce coin-là. Où exactement? Parce que l'Océanie, c'est très très grand. Alors c'est vrai qu'on a une carte ici qui est finalement très occidentalisée. On a la France, l'Europe, l'Afrique qui est bien au centre. Et évidemment, l'Océanie est coupée en deux avec l'Australie d'un côté et vous avez les autres îles qui sont invisibles sur une carte mondiale de l'autre côté. Donc effectivement, elles sont situées en Océanie. Est-ce que vous avez d'autres idées plus précises? Côté ouest, côté est? Pas de petites idées? Je vois des petites mains qui se lèvent. Alors, qui désignent un coin. En fait, on est plutôt côté australien. Je vais vous faire un petit zoom. Hop, et voilà. Donc on est côté australien. En fait, l'Océanie est divisée en 5 grandes régions. Vous avez d'abord 2 régions que tout le monde finalement va connaître, puisque c'est celle qu'on voit le plus. Vous avez l'Australie, première région, la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, vous avez 5 régions qui sont constituées de plus petites îles. La Micronésie, la Polynésie et la Mélanésie en dernier. Donc la Mélanésie regroupe des îles plus ou moins grosses. Vous avez la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon. Pardon, c'est vrai qu'il n'y a pas la flèche ici. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie et les Fidji. Alors, ce sont des îles qu'on va appeler, Mélanésie. C'est du grec mélas, noir, pour parler en fait de la couleur très foncée des Mélanésiens en question. C'est un petit chapelet d'îles en fait, qui est finalement assez hétérogène dans son histoire, que ce soit naturelle ou culturelle. Et d'ailleurs, le terme Mélanésie est souvent décrié de la part des géographes, des géologues ou des archéologues. Parce que vous allez voir, tant du côté naturel que culturel, vous avez des différences assez importantes. Après, je vous ai donné quelques chiffres en plus, si vous avez quelques idées. Hop. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous parler d'abord un petit peu du contexte naturel, puisque les êtres humains, quand ils sont arrivés sur ces îles, ils ont bien fallu qu'ils se dépatouillent un petit peu avec tout ce qu'ils avaient, avec la géologie, avec les volcans, avec le climat et avec la faune et la flore qu'ils ont rencontrées. Donc déjà, hop là, pour que tout le monde soit à peu près au même niveau, je vais vous faire un tout petit peu de tectonique des plaques. Donc, si vous ne le saviez pas, la Terre est divisée en plusieurs plaques, en fait, plus exactement la croûte et le manteau supérieur, qu'on appelle en tout la lithosphère, sont divisés en plusieurs plaques qui s'emboîtent les unes dans les autres, comme un pulse, et vont se déplacer. Alors, du coup, si elles se déplacent, vous vous en doutez un petit peu, la Terre n'a pas toujours ressemblé à ça. D'ailleurs, pendant longtemps, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait plutôt les continents qui étaient au niveau de l'hémisphère sud et de l'océan au niveau de l'hémisphère nord. Et d'ici quelques millions d'années, si on est encore là, on ne sait jamais, eh bien, la Terre ne ressemblera sans doute plus du tout à ça. Alors, comment les plaques se déplacent entre elles? Il y a plusieurs façons. La plus peut-être évidente, c'est le fait qu'elles coulissent. Je vais faire un mouvement comme ça. Voilà, le fait qu'elles coulissent. Alors, je vous ai mis ici une petite image, c'est plus à petite échelle, puisque les failles qu'on appelle les failles transformantes, celles qui coulissent, ça ne se voit pas très très bien, c'est pas très visuel en fait à grande échelle. Mais vous comprenez un petit peu le principe, vous avez un filon noir et avec une faille, le filon va être décalé.
Ce qui nous intéresse le plus, c'est la façon dont les failles vont être créées ou vont disparaître. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau des zones bleues et rouges. Donc au niveau des zones bleues, indiquées ici sur la carte, vous avez ce qu'on appelle des dorsales océaniques, donc des zones où la croûte va pouvoir être produite. Grosso modo, hein, vous avez le magma qui remonte, qui se refroidit. Donc vous allez avoir création d'une croûte, et comme le magma continue continuellement de remonter, eh bien ça pousse la croûte sur les côtés, et vous avez donc comme ça une création de croûte océanique. Comme la Terre ne s'agrandit pas, il faut bien à un moment ou à un autre que cette croûte disparaisse de façon, soit elle se collisionne, vous avez dans ces cas-là des montagnes, c'est ce que vous avez en rouge, alors c'est ce qu'on appelle par exemple la chaîne alpino-himalayenne, vous faites un trait des Alpes à l'Himalaya, et sinon vous pouvez avoir de la subduction, quand une croûte plonge sous l'autre. Moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que c'est ce qui se passe au niveau de notre zone. Donc la subduction, vous avez une croûte qui va plonger, alors ça dépend. Si vous avez deux croûtes océaniques, ça va dépendre un petit peu de la densité de chacune. Sinon, si vous avez une croûte océanique contre une croûte continentale, ce sera la croûte océanique qui va plonger. Dans tous les cas, au moment où la croûte plonge, elle va commencer à fondre, et donc au bout d'un moment, le magma remontera à la surface et vous allez avoir un petit volcan. Et c'est ce qui se passe tout autour du Pacifique, c'est ce qui est indiqué ici en rouge. Alors ce n'est pas seulement la plaque Pacifique, c'est vraiment plusieurs plaques où il y a plusieurs fois des zones de subduction. C'est là où vous allez trouver le plus grand nombre de volcans. C'est là aussi où vous allez trouver le plus grand nombre de volcans dangereux, qu'on a tendance à appeler des fois volcans gris. C'est assez visuel finalement, ce ne sont pas des volcans qui produisent de la lave, quelque chose de liquide, d'effusif, c'est vraiment des choses qui vont exploser. Alors ça va être de l'explosion mignonne, si j'ose dire, donc avec des petits jets de lave comme le Stromboli par exemple, à des choses beaucoup plus dévastatrices, comme par exemple la montagne Pelée qui est ici, là. Vous voyez là-bas. J'ai pas de pointeur malheureusement, je suis très embêtée. Alors, sinon, nous ce qui nous intéresse, nous avons, hop là, c'est bon, il fait bien, nous avons ici donc nos petites îles qui sont à cet endroit-là. Vous avez en fait à cet endroit-là précis, au niveau de la Mélanésie, la plaque australienne qui passe sous la plaque pacifique. Si vous allez un tout petit peu plus loin, à l'est, c'est l'inverse. C'est la plaque pacifique qui passe sous la plaque australienne. C'est un petit peu le bazar dans ce coin-là. En tout cas, vous avez donc une zone de subduction avec de très nombreux volcans. Et c'est la création, la formation, la plupart des îles de Mélanésie sont des îles volcaniques, soit avec des volcans encore actifs, soit éteints assez récemment. Et elles ont en moyenne, on va dire, entre 10 et 5 millions d'années. Alors, c'est finalement très très récent par rapport à la seule autre île de Mélanésie qui n'est elle pas du tout volcanique, qui est la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, elle, en fait, elle faisait partie de l'Australie il y a 300 millions d'années. Vous voyez, 300 millions d'années contre 10, on n'est quand même pas du tout dans les mêmes échelles. Donc c'est une terre qui est beaucoup plus ancienne et elle s'est détachée de l'Australie il y a 70 millions d'années. Ce qui signifie que depuis 70 millions d'années, la faune et la flore dessus a évolué un petit peu toute seule dans son coin. Alors pas complètement, la Nouvelle-Calédonie n'est pas non plus complètement isolée de l'océan, mais elle a quand même été assez indépendante. Justement, conséquence de tout ça, vous avez justement un très fort endémisme, en particulier en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, là, vous montrer quelques exemples, vous avez donc le petit oiseau gris, là, c'est ce qu'on appelle un cagou, que vous ne trouvez qu'en Nouvelle-Calédonie. Il est endémique, vous ne le trouverez que là-bas. Alors c'est un petit oiseau qui fait, je sais pas, je dirais à peu près cette taille-là à vue de nez. Alors il n'est pas du tout farouche, là c'est une photo que j'ai prise et j'ai pas eu besoin d'un téléobjectif pour le prendre, ça suffit très largement. Et c'est justement bien son problème d'être pas du tout farouche, puisque les chiens et les chats qui ont été apportés par l'homme très récemment ont une petite tendance à le boulotter. Donc c'est pour ça qu'il est maintenant très protégé, qu'il est dans les réserves. C'est aussi pour ça qu'il est encore si peu farouche, parce que pour aller dans ces réserves, il faut quand même faire très attention, et donc il n'a absolument pas peur de l'homme. Et lui, il est complètement endémique. S'il venait à disparaître de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, il n'existerait plus du tout sur Terre. Autre exemple, vous avez ici le petit arbre qui est là, qu'on appelle l'arbre bouchon. Lui aussi, il est en Nouvelle-Calédonie et lui, il est encore plus endémique. C'est même du micro-endémisme en fait. Pardon. Cette plante n'existe que sur une rivière du sud de la Nouvelle-Calédonie. Elle est présente nulle part ailleurs, sur à peu près un transect de 10 km. Donc là, sortie de ces 10 km-là, cette plante n'existe nulle part ailleurs. Dernière chose pour parler de la Nouvelle-Calédonie, elle a une terre en fait du coup qui est très particulière, surtout au sud. Elle est très riche en nickel, ce qui fait d'ailleurs de la Nouvelle-Calédonie, pourtant elle n'est pas très grande, le 6e importateur mondial de nickel. Donc voilà, toutes ces caractéristiques sont dues à son histoire un petit peu particulière qui n'a rien à voir avec celle des autres îles. Concernant les autres îles, surtout les îles Salomon, le Vanuatu et les Fidji, bref, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du continent asiatique, nous allons avoir de moins en moins de diversité.
puisque il a bien fallu que les végétaux, les animaux atteignent ces îles. Pour ça, vous avez deux façons. Vous avez par les airs ou par la mer, donc par les animaux, par les oiseaux marins qui vont transporter parfois des graines, ou par des radeaux de végétation. C'est ce que vous avez là, à droite. Donc un radeau de végétation, c'est un petit bout de terre qui va se détacher et qui va partir à la dérive en fonction des courants et qui va tomber avec un coup de chance sur une île. Alors bien sûr, plus on s'éloigne, c'est une question de statistique tout simplement, plus on s'éloigne du continent asiatique et australien, moins vous avez de chance pour qu'un radeau de végétation tombe sur la bonne île et puisse se développer, enfin que les graines dessus puissent se développer. Donc c'est pour ça que la diversité floristique et faunistique va en diminuant, va en allant en fait de plus en plus vers l'est. Hop, alors, un petit peu ce coup-ci du climat. Parce que, comme je vous dis, là aussi, vous allez voir, le climat va avoir une grande importance dans la façon dont l'homme va se déplacer et surtout sur quand est-ce qu'il va partir. Alors en fait, dans cette région-là, très largement, il y a deux choses qui vont surtout influencer le climat. D'abord, la zone de convergence intertropicale et sa petite copine, la zone de convergence sud-pacifique, qui est ici indiquée en anglais. Vous avez SPCZ, c'est juste pour l'anglais, South Pacific Convergence Zone. Alors oui, je suis désolée par avance, il y a pas mal de choses qui vont être en anglais, puisqu'elles sont tirées de mes conférences, souvent, que je faisais du coup en anglais en règle générale. Donc voilà, je vous ferai l'effort de traduire quand j'y penserai. Donc, cette zone de convergence, elle est présente partout, tout autour du globe. C'est une zone où il y a énormément de convection de chaleur et d'humidité. En gros, elle va bouger 6 mois plus au nord, 6 mois plus au sud. Ça va être une question juste de l'inclinaison de la Terre et de la position par rapport au Soleil. Quand ces zones de convection, quand ces nuages finalement sont au-dessus de la Mélanésie, vous avez un climat chaud, humide, c'est la saison des cyclones. C'est ce qu'on appelle la saison humide ou l'été austral. Ça correspond grosso modo d'octobre à mars. Les cyclones commencent vraiment à partir de novembre. Donc en gros, si vous voulez y aller en vacances, n'y allez pas à cette période-là. Et à l'inverse, vous avez l'hiver austral, quand la zone de convergence intertropicale et la zone de convergence sud-pacifique remontent. Donc vous avez un climat plus sec et un petit peu plus frais. Alors vous allez voir par la suite, là je vous ai parlé des températures, mais en fait je vais très peu parler des températures par la suite, puisque si je vous montre, alors c'est une très grosse moyenne, ce petit graphe température-précipitation, vous voyez que les températures, je ne sais pas si vous les voyez très bien, non, c'est un petit peu flou, mais en gros les températures vont varier entre 20 à 30 degrés, très maximum, donc c'est les graphes, c'est les courbes que vous voyez ici, tandis que les précipitations, elles, vont changer en millimètres par an, entre 100 et 400 mm. Donc là, on va vraiment, pour le coup, sentir la différence, tandis qu'entre 20 et 30 degrés grand maximum, ça ne va pas changer énormément à l'environnement. Et justement, parlant précipitation, il y a une deuxième chose qui va changer énormément la quantité de précipitation qu'il peut y avoir par année, c'est El Niño. Ou son nom complet, c'est ENSO, El Niño Southern Oscillation. L'oscillation australe El Niño. L'oscillation australe, qu'est-ce que c'est? C'est une différence de pression atmosphérique qui existe entre le Pacifique Est et le Pacifique Ouest. Dans le Pacifique Est, vous avez un petit peu plus de pression que dans le Pacifique Ouest, et du coup, vous connaissez l'adage, la nature a horreur du vide, et donc il va se déplacer. Vous allez avoir des vents qui vont se déplacer d'est en ouest. C'est ce qu'on appelle les alizés. Associé à ça, alors je veux dire accompagné, puisqu'en fait on ne sait pas entre guillemets lequel des deux a vraiment commencé en premier, mais associé à ça, vous avez également un courant marin d'est en ouest. Et donc vous allez avoir de l'eau chaude qui va s'accumuler à l'ouest du Pacifique, donc au niveau de la Mélanésie entre autres. Et c'est vraiment de l'eau chaude, et c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est vraiment une piscine d'eau chaude, c'est ce qu'on dit en anglais, on dit Whirlpool West Pacific, donc la piscine d'eau chaude du Pacifique Ouest. Et associé à ça, bien sûr, vous allez avoir plus de précipitations en Mélanésie que du côté de l'Amérique du Sud. Et je sais pas, vous voyez aussi, donc, si on regarde quand tout va bien, vous avez également une thermocline qui est indiquée, donc c'est sur la figure de gauche. Alors, la thermocline, vous savez, c'est globalement une zone qu'on donne en dessous de la thermocline, la température de la mer diminue brusquement. Comme il y a beaucoup d'eau chaude à l'ouest, la thermocline est assez basse. Comme il y a plutôt de l'eau froide à l'est, la thermocline est plus haute. Donc, vous avez aussi une circulation océanique. Ça, c'est quand tout va bien. Quand tout va bien, vous avez donc plus de précipitations côté Mélanésie que côté Amérique. Il arrive, alors ça c'est assez régulièrement, c'est au début de l'été austral, donc au début de la saison humide, que les alizés s'arrêtent. La différence de pression n'est plus aussi importante et les alizés s'arrêtent, voire s'affaiblissent dans le meilleur des cas. Du coup, le courant marin va aussi s'arrêter et les eaux chaudes, qui sont normalement situées à l'est, vont finalement s'étirer et vont rester au centre ou à l'est du Pacifique. En gros, pendant un El Niño, parce que c'est comme ça que ça se passe, pendant un El Niño, vous avez moins de vent d'est et moins de précipitations.
Ça, en général, ça peut arriver tous les ans, c'est pas très grave, ça dure jamais très longtemps. Mais il arrive, de temps en temps, que cet événement, cet El Niño, dure beaucoup plus longtemps. En fait, il dure tout le long de l'été austral. Grosso modo, vous avez une saison humide sèche. Et ça arrive aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, tous les 5 à 7 ans. Le dernier El Niño en date, il date de 2015, en tout cas celui actuel. Alors peut-être que vous en entendez plus parler côté Amérique, puisqu'en fait, quand il y a un El Niño, c'est assez une catastrophe économique, puisque vous voyez que la thermocline, là, sur la figure de droite, est assez plate. Donc vous n'avez pas de remontée d'eau froide. Normalement, quand il y a des remontées d'eau froide le long de l'Amérique du Sud, vous avez également une remontée de sédiments et de poissons qui va avec. Donc si vous n'avez plus de remontée d'eau froide, vous avez d'un coup beaucoup moins de poissons. Et donc pour les pêcheurs de la côte d'Amérique du Sud, c'est assez catastrophique. Dernière petite chose, on l'a appelé El Niño, c'est assez ironique du coup avec ce que je viens de dire. En fait, on a appelé El Niño à cause de l'enfant Jésus. Parce que comme il arrive autour de Noël, voilà, on l'a appelé El Niño. Bon, joyeux Noël, hein, on est bien d'accord. Alors, maintenant, quand on regarde un petit peu, dernièrement, avant enfin de parler de l'être humain, quand on regarde un petit peu donc, ce qu'a vu l'être humain quand il est arrivé au niveau de ces îles de Mélanésie, ça fait une pause photo en plus. Donc, il a rencontré... Au niveau de la faune, c'était finalement pas très diversifié. Il n'y avait pas de très gros animaux, évidemment, puisque il faut pouvoir être transporté, il faut pouvoir arriver jusque sur ces îles. Donc c'est souvent de très petits animaux. Mis à part en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où vous pouvez naturellement rencontrer des rats, des rongeurs, en fait, ailleurs, en Mélanésie, dans le Pacifique, vous n'avez que des chauves-souris, en termes de mammifères. La grosse diversité, vous allez la rencontrer chez les oiseaux marins, évidemment, hein, ils n'ont pas trop de problèmes, et chez les arthropodes. Il y a énormément d'arthropodes, hein, de toutes sortes. Alors, au cas où il y aurait des arachnophobes, je n'ai pas mis d'araignées parce qu'elles sont quand même assez gigantesques. Hein. Elles ne sont pas dangereuses, il n'y a qu'en Australie où elles sont dangereuses. Donc, comme seul arthropode, je vous ai mis le crabe de cocotier, là, tout en haut, qui est à la fois finalement aussi terrestre que marin. Et sinon, en termes de grosses bestioles, en termes de gros arthropodes, vous avez, et c'est ça le seul danger de la faune là-bas, ce sont de très gros myriapodes, de très gros scolopendres. Quand je dis très gros, ils font la taille d'un avant-bras adulte. Et eux, par contre, leur morsure est mortelle. Donc évidemment, ils sont pas très sympathiques. Et comme je les aime pas beaucoup, je les ai pas mis non plus en photo. Mais vous pouvez vous amuser à regarder sur Internet. Hein, c'est monstre horrible avec beaucoup trop de pattes. Si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'océan, là par contre vous n'avez pas beaucoup d'endémisme, puisque finalement vous allez retrouver un petit peu tous les animaux un peu les mêmes partout, que ce soit au niveau de la grande barrière de corail en Australie, au Vanuatu, au Fidji, etc. Ce sera globalement les mêmes espèces de coraux, les mêmes espèces de poissons de récif. Vous allez avoir quelques animaux un petit peu particuliers, comme le petit serpent que vous voyez là, bleu et noir, qu'on appelle le tricoreiller. Alors lui aussi, c'est un symbole de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a beaucoup de symboles. Alors c'est un petit serpent que vous allez rencontrer près des côtes. Il est de base naturellement pas agressif, mais son venin est très toxique. Il faut éviter de l'embêter quand même. Il y a des accidents d'ailleurs, sérieusement, hein, qui arrivent de temps en temps, avec des enfants qui jouent avec ce serpent. Comme le serpent n'est pas agressif pendant un moment, il ne va pas trop se défendre, et le jour où il va mordre, c'est là où il va y avoir un souci. Alors, dernière petite chose, je vous en parle parce que ce n'est pas parce qu'on parle du passé qu'on peut ne pas penser à ce qui se passe aujourd'hui. La très grosse étoile de mer qui est à côté du crabe de cocotier, elle est assez connue, elle s'appelle Acanthaster plancy. Alors, elle n'est pas tellement connue pour... on va dire son design, hein. Elle est plutôt connue c'est une mangeuse de corail. Naturellement, elle est là naturellement, on ne l'a pas amenée, mais par contre, elle a une petite tendance à se développer avec le réchauffement climatique. Donc déjà que les coraux, eux aussi, souffrent naturellement, si j'ose dire, du réchauffement climatique, si en plus, ils ont une pression écologique liée à cette étoile de mer-là, c'est un petit peu embêtant. Donc il existe des campagnes, des fois, de prélèvement de ces étoiles de mer pour pouvoir un petit peu limiter. Alors, je sais que ça existe sur la grande barrière de corail, je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais voilà, ça arrive de temps en temps. Oups. Dernière petite chose, donc effectivement ici la flore, je ne vous ai pas mis d'espèces, parce que je pense qu'il n'y avait pas forcément d'espèces très particulières, je vous ai juste divisé finalement en 4 parties, en 4 écosystèmes, en 4 systèmes. Donc vous avez tout simplement déjà la forêt tropicale humide, tout le monde voit à peu près ce que c'est, des grands arbres, c'est assez sombre, c'est bien sûr très humide. Vous avez son penchant, on va dire, inverse, que j'ai appelé la forêt sèche, finalement un petit peu par simplicité, puisqu'en général, ce n'est pas le terme, nous, en botanique, qu'on utilise, ça va plutôt être forêt sclérophile, forêt semi-décidue. Je trouvais ça un peu plus clair, forêt sèche. Alors, c'est quand même pas de la savane, hein, on est quand même sur une forêt, mais ce sont des arbres qui sont plus petits et qui supportent des précipitations plus faibles. En fait, il y a une organisation
sur les îles de la Mélanésie, en règle générale, ce sont des îles hautes, contrairement à la Polynésie, c'est-à-dire que vous avez un relief. Ce relief va arrêter une partie des alizés, une partie des vents d'est. Donc, côté est, où les alizés, les précipitations arrivent de bon train, vous avez plutôt la forêt tropicale humide qui va se développer, tandis que côté ouest, de l'autre côté du relief, le relief va arrêter une bonne partie de ces précipitations et de ces alizés, donc c'est là où la forêt sèche pourra se développer. Autre chose, on est sur des îles, donc évidemment, tout autour des îles, vous avez de la végétation, soit du littoral, soit de la mangrove. Donc en littoral, on va trouver des lianes, les fameux palmiers cocotiers dont on a l'habitude. Et au niveau de la mangrove, donc la mangrove, c'est une spécificité un petit peu. Vous allez la retrouver partout dans le monde, en zone tropicale, sur des zones en fait assez calmes, sur l'estran, donc au niveau de la zone de balancement des marées. Et souvent, on les montre justement avec ces drôles de griffes, là, qui sont des racines échasses, qui permettent à la plante d'éviter de s'enfoncer dans la vase. Dernière petite chose, alors là aussi il y a plusieurs noms, je vais utiliser le terme soit de végétation secondaire, soit dégradée en fonction, c'est que quand quelque chose arrive à ce beau monde-là, eh bien les premières plantes qui vont pousser, ce ne sont pas des plantes qui sont adaptées à l'environnement très particulier où s'est situé le problème, mais ce sont ce qu'on appelle des plantes pionnières, adaptées à finalement tout et n'importe quoi. Donc elles vont refaire le terrain, et ensuite, plus tard, vous allez avoir les bonnes plantes, entre guillemets, qui vont pouvoir se développer. Donc, si je donne un exemple comme ça, mettons un cyclone qui frappe une forêt tropicale humide, ce sont ces plantes pionnières, cette végétation secondaire qui va d'abord pousser en premier, et ensuite, plus tard, s'il n'y a pas d'autres dégradations, au bout de 50, 100 ans, vous allez avoir la forêt tropicale humide qui va à nouveau se développer. Alors, j'ai donné le cas du cyclone, le cas finalement de quelque chose d'assez naturel, mais bien sûr, ça peut être lié à l'homme. Quand vous avez l'homme qui s'installe, comme aujourd'hui, vous avez une ouverture de la végétation, l'homme qui va constamment essayer d'urbaniser un petit peu, vous allez avoir, quand l'homme s'installe, beaucoup de végétation dégradée en règle générale. Et donc, les premiers habitants, comment les hommes sont arrivés? Alors déjà, si on regarde un petit peu comment ils sont arrivés là, quand est-ce qu'ils sont arrivés là, il faut savoir qu'il y a eu 2 sorties d'Afrique pour le genre Homo. Première sortie d'Afrique, Homo erectus, il y a 1,8 million d'années. Il est allé assez loin, il est allé jusqu'en Indonésie, on a trouvé des restes jusqu'en Indonésie, donc il a pas mal voyagé. Et deuxième sortie, Homo sapiens, qui est sorti autour de 100 000 ans à peu près, il y a 100 000 ans. Alors, ça se dispute un petit peu pour savoir quelle est la date la plus ancienne. Moi, je vais garder 100 000 ans, je vais garder cet article-là qui date de 2015, qui a fait une compilation des analyses génétiques. Et donc, vous voyez, donc, il s'est dispatché un petit peu partout. Et il est arrivé en Australie et en Mélanésie, au début de la Mélanésie, entre 50 et 30 000 ans. Si on regarde d'un peu plus près, vous avez en gros 2 vagues. Vous avez la vague avec le trait vert, première vague, et la vague avec le trait bleu et rouge. En fait, c'est deux petites choses différentes. Donc, sur sa lancée, l'homme est arrivé en Australie, autour de 40 000 ans, 45, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et sur les îles Salomon, il y a 30 000 ans. Là, il s'arrête. Et il ne bouge plus pendant un moment. Bien plus tard, il y a 5000 ans, un autre groupe part. Alors il part, la définition c'est un petit peu compliqué, mais soit il part de Taïwan ou du sud de la Chine ou du sud de l'Asie du Sud-Est. Ça, les chercheurs ne sont pas encore tous d'accord dessus, mais en tout cas ce petit groupe part et rejoint le premier qui était installé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là, les cultures se mélangent, il y a de nouvelles innovations, de nouvelles cultures, et il y a un petit groupe, ou des petits groupes qui partent de Papouasie-Nouvelle-Guinée explorer le reste de l'Océanie, le reste de la Mélanésie. Et c'est pour ça en fait que les géographes et les archéologues préfèrent en fait plutôt que Mélanésie une autre dénomination, l'Océanie lointaine et l'Océanie proche. L'Océanie lointaine, c'est ce qui a été colonisé par l'homme jusqu'à 30 000 ans environ, et l'Océanie proche, c'est ce qui a été colonisé par l'homme il y a jusqu'à 30 000 ans, et l'Océanie lointaine, c'est ce qui a été colonisé beaucoup plus tard, autour de 3000, 3500 ans. Alors comme je vais beaucoup parler de dates, j'ouvre une petite parenthèse pour parler un petit peu de datation, histoire qu'on soit tous au même niveau en fait. Les datations dont je vais vous parler, à chaque fois, il s'agit de datation carbone 14. Puisque en fait, le carbone 14 nous permet de dater jusqu'à environ 50 000 ans sans qu'il y ait trop d'erreurs. Alors déjà, le carbone 14, qu'est-ce que c'est? C'est un isotope radioactif. Donc radioactif, ça veut dire qu'il est instable. Donc le noyau va finir par se désintégrer au bout d'un moment. Alors, pour faire un tout petit peu de physique atomique, vous avez là en bas des atomes. Le plus classique, ce que vous allez le plus souvent rencontrer, c'est un atome qu'on appelle le carbone 12. Le carbone 12, donc comme tous les atomes, il a un noyau avec des protons et des neutrons.
Les protons, c'est une charge positive, électrique positive, et vous avez des électrons avec une charge électrique négative. Bon, je vais faire au plus simple en disant que l'atome est toujours électriquement neutre. Pour que le noyau tienne, il faut qu'il y ait à peu près autant de neutrons que de protons. Donc c'est le cas du carbone 12, 6 protons, 6 neutrons, tout va bien. Vous avez le carbone 13, 6 protons, 7 neutrons, lui ça va encore, et en plus il va en avoir un intérêt en archéologie, j'en parlerai un petit peu après. Et le fameux carbone 14, lui il a un petit peu trop de neutrons, donc il a tendance à vouloir finalement à perdre des bouts, à se désintégrer. Et l'intérêt, c'est on connaît en fait ce qu'on appelle sa période de désintégration. Quand vous prenez un tas de carbone 14, on sait, c'est les lois statistiques, qu'au bout d'un moment, il y aura un atome de carbone 14 qui va se désintégrer, un autre un peu plus tard, etc. Gros avantage également, le carbone 14, il est naturellement présent dans l'atmosphère. Donc il est là, nous on l'assimile. Et quand l'organisme meurt, eh bien, finalement le système se ferme. Il n'y a plus d'entrée évidemment de l'atmosphère. Donc le carbone 14 va commencer à se désintégrer sans d'autres apports. L'idée ensuite, c'est de comparer la quantité de carbone 14 dans le fossile, celui de l'atmosphère. On considère, puis par simplicité, je n'irai pas plus loin, on considère que la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère ne change pas. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir connaître les dates. C'est ce qui est indiqué un petit peu ici avec ma courbe là. En gros, si on sait que dans un fossile, il y a moitié moins de carbone 14 par rapport au carbone 14 de l'atmosphère, ben on sait que, donc on passe de 1000 à 500, on sait que votre échantillon, il a à peu près 5500 ans. Et on va faire comme ça tout le temps. Alors, il faut quand même savoir une chose, parce que je vais la voir partout dans mes diapositives. En fait, on dit du coup qu'on date par rapport à aujourd'hui. Donc on va appeler ça BP pour Before Present. Ça, vous allez le voir partout. Je vais souvent vous en parler du BP. Il y a juste une petite chose que je dois quand même vous préciser, c'est qu'effectivement, le taux de carbone 14, il a évolué. Donc pour ça, on a pas mal de corrections pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Il y a quand même une chose, on garde un standard qui est le standard de 1950. En 1950 pour deux raisons. D'abord parce qu'on a inventé la datation carbone 14 en 1950, c'est plus malin. Et deuxième chose, puisque en fait, si vous regardez le dernier petit graphe qui est tout en bas, vous voyez qu'à partir, alors certes de 1900, mais encore plus à partir de 1950, on s'est mis à utiliser en masse le combustible fossile. Donc pétrole, gaz, etc. Et le problème, c'est que quand on utilise ces combustibles, on relâche du carbone 12, pas du carbone 14. Donc depuis les années 50, on va dire, l'atmosphère s'est appauvrie en carbone 14, c'est pour ça qu'on garde sous clé, entre guillemets, le standard de 1950. Et donc, je referme cette parenthèse et je reparle des nouveaux navigateurs. Parce que vous allez voir, les dates, elles vont apparaître un petit peu partout. Donc, ces navigateurs qui sont partis de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour aller explorer le reste de la Mélanésie, pour aller explorer le Vanuatu, les Fidji, la Nouvelle-Calédonie, ce sont donc des populations qui sont parties sur ce genre de pirogue à balancier. Donc vous prenez une pirogue, vous mettez des planches au-dessus, un balancier sur le côté pour à peu près contrôler le bateau quand vous êtes en haute mer. Alors, les populations, les sites les plus anciens, bien sûr, ils sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puisque c'est là dont tout est parti. Alors là encore, ça se dispute entre deux sites. Je vais essayer de dire le plus ancien sans trop dire de bêtises. Donc le Talepakemalai, voilà, ça y est, je l'ai dit. Donc c'est en Nouvelle-Calédonie, ça fait a priori partie des sites les plus anciens Lapita. Et en tout cas aujourd'hui, on considère que les populations Lapita ont rencontré en premier le Vanuatu, puisque c'est là où les sites les plus anciens sont découverts. Le site le plus ancien parmi tous, c'est sur l'île d'Aoré, donc c'est plutôt dans le nord, et il a 3200 ans BP, lui. Alors, si je vous dis qu'on est capable de reconnaître un site Lapita, c'est grâce à une chose, grâce aux poteries Lapita. Ce sont des poteries qui sont très finement décorées. Elles sont d'ailleurs très fines, elles sont très fragiles. D'après l'expérimentation archéologique, elles n'ont pas dû servir pour la cuisine ou pour les cuissons, pour ce genre de choses, ni pour même le transport. Elles ont dû servir pour des rituels, pour peut-être des échanges, pour peut-être pour des sépultures, au moment des rites, au moment des morts. En tout cas, elles n'ont pas pu servir pour la cuisine. D'ailleurs, sur des sites Lapita, on a également trouvé des poteries qui sont beaucoup plus grossières, beaucoup moins décorées. Et on suppose que c'est elles qui ont dû servir pour le transport et la cuisine. Donc vous avez quelques images de décors là, qui peuvent se produire. Donc vous avez des décors très géométriques, très travaillés, des décors anthropomorphiques. Alors bien sûr, on est incapable de dire quelle était la représentation, quelle était l'idée derrière le fait de dessiner tel ou tel décor. Mais c'est comme ça qu'on reconnaît la culture Lapita à travers toute la Mélanésie. Alors, d'ailleurs, il y a cette poterie a été vraiment découverte, cette culture a été découverte en Nouvelle-Calédonie par un archéologue australien qui s'appelle Gifford et son assistant Shelter, donc en 1952.
La date n'y est pas pour rien. 1952, c'est juste après la datation carbone 14. On savait que ces poteries existaient, on savait qu'elles étaient anciennes, on les connaissait, mais on n'avait aucune idée de leur âge. Donc c'est grâce à la datation que M. Gifford a pu dire, bah voilà, c'est a priori la civilisation la plus ancienne qui a atteint la Nouvelle-Calédonie en premier. Et il y a également une petite anecdote à propos de ça, c'est que cette poterie a été découverte au lieu-dit Lapita. Et en fait, les archéologues ont longtemps cherché de lieu-dit Lapita en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, c'est bien simple, il n'existe pas. M. Gifford, quand il a fait cette découverte, il était assez vieux, il avait un sonotone. Et donc, quand il a demandé aux Kanaks, qui sont a priori les descendants directs des Lapita, donc aux populations locales, comment s'appelle ce site, les populations Kanaks lui ont répondu Raapeta. Je le dis sans doute très très mal. Hein. Et lui, comme il était un petit peu sourd, il a mal compris. Et on a le carnet où il a indiqué ce site s'appelle Lapita. Donc les archéologues ensuite ont mis un petit peu de temps à retrouver le site original. Mais donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Alors voilà justement où est-ce qu'on trouve des sites Lapita un petit peu partout. Donc vous avez l'Océanie proche, à chaque fois c'est en anglais, hein, Near Oceania, et Remote Oceania, l'Océanie lointaine. Donc, alors là aussi, hein, c'était pour une autre conférence. En orange, vous avez les points en fait, qui représentent les sites avant les populations Lapita, et en jaune, ce sont vraiment les sites datés de la culture Lapita. Donc, vous en avez un petit peu partout, hein, en Océanie proche, en Océanie lointaine. Donc vous voyez que les Lapita, très rapidement, quand ils ont atteint l'Océanie lointaine, ils ont colonisé très vite le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, les Fidji, les Tonga et les Samoa. Sachant que les Tonga et les Samoa font en fait partie de la Polynésie. Je vous avais dit, hein, je ne vous parlerai pas que la Mélanésie. Alors, ce n'est pas une erreur, les points sont bien au bon endroit, ils ne sont pas décalés. C'est juste que les îles sont toutes petites et donc les points, des fois, sont trop gros. Voilà, c'est pour ça que des fois, vous avez peut-être l'impression que les points sont dans l'eau. Hein. Comme ça, petite précision. Alors, on sait quand même que quand l'homme est arrivé sur ces îles, il ne s'est pas juste installé, point barre, il est resté là. On sait qu'il s'est déplacé. Pourquoi? On sait entre autres grâce à l'obsidienne. Donc l'obsidienne, c'est la roche noire que vous avez en haut à droite. C'est une roche volcanique, donc on est capable de déterminer la composition. Comme on est capable de connaître la composition, on est capable de savoir globalement de quel volcan elle a été produite. Et donc de savoir, en fonction de l'endroit où on la trouve, hein, si elle est très loin de l'endroit où elle a été produite ou non. Ça permet comme ça de savoir s'il y a des échanges. Et il y a eu beaucoup d'échanges au moment de la période Lapita. Alors pour vous montrer les quelques autres photos, vous avez là où c'est écrit Koné, là en haut à gauche, donc là c'est l'endroit où a été finalement définie la culture Lapita. Vous voyez que les poteries sont quand même assez importantes. Alors il n'y a pas que les poteries, hein. On trouve aussi en général des haches, des terminettes, des petits pendentifs. Et les deux photos qui sont au centre, là, qui sont des photos de sépulture, en fait c'est d'un même cimetière, hein. C'est un cimetière qui est au centre du Vanuatu, qu'on appelle le cimetière de Teuma, que je connais un petit peu puisque mon site d'études principal était juste à côté. Alors c'est un cimetière qui est un petit peu curieux puisque vous avez à peu près une centaine de squelettes et vous avez des choses un petit peu curieuses, comme vous voyez là, un corps avec 3 têtes ou une tête dans une poterie Lapita. Alors a priori, d'après les archéologues, en fait, ils devaient laisser le corps en partie en décomposition. Alors ce qu'ils le laissaient à l'extérieur ou enterré, ça on ne sait pas très très bien. Et au bout d'un moment, ils changeaient les corps. Donc ils mettaient une tête d'un côté ou ils en mettaient 3 sur un corps. Bon, je ne sais pas très bien ce qu'il leur a pris. Hein. Et la grande question, c'est de savoir, et je ne la sais pas d'ailleurs, si les 3 têtes là, s'il y en a bien une qui appartient au bon corps. Personnellement, j'en ai strictement aucune idée. Alors, peut-être question qui vous taraude. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Pourquoi avoir attendu 30 000 ans avant de repartir? Et pourquoi quitter aller au Tonga et Samoa, pas pousser et aller plus loin? Alors, ces deux questions, en fait, hein, il y a 2 réponses différentes. D'abord parce que, je vous ai dit, hein, il y a un groupe qui est parti de Taïwan ou du sud de la Chine, et on imagine que ce groupe, en fait, il devait déjà être attiré par la haute mer. Avec des études linguistiques, en gros, on étudie l'évolution des langues, un peu comme on étudie l'évolution de la faune et de la flore. Avec les études linguistiques, on a pu prouver que le mot pirogue et le mot balancier existaient déjà à Taïwan il y a 5000 ans. Donc on avait déjà une population qui était attirée par la haute mer. D'après les restes archéologiques, devait pêcher même assez loin, hein, peut-être à une petite centaine de kilomètres des côtes. Ceci dit, 100 km, ce n'est pas assez. Hein. Vous avez plusieurs centaines de kilomètres entre les Vanuatu, les Fidji, les Tonga, etc. Mais donc, c'était quand même une population qui était navigatrice, ou c'était a priori ancré dans leur société. Après, pour qu'ils partent, il a peut-être fallu effectivement quelque chose. Il y a des choses qui sont évidemment invérifiables, hein, comme trop de monde. Quand il y a trop de monde, quand il y a finalement les niches écologiques sont prises, vous avez plusieurs solutions. Soit pas manger la même chose que votre voisin, soit vous taper dessus, soit partir. A priori, ils ont choisi de partir. Hein. Ou vous avez également, c'est celle que je préfère puisque je suis un petit peu environnementaliste quand même, ce qu'on pourrait appeler une opportunité climatique. Vous vous souvenez d'El Niño? On va en reparler. Donc, les climatologues estiment que El Niño, le premier El Niño, en fait,
les premiers El Niño se sont produits autour d'il y a 5000 ans. Alors pourquoi il n'y en a pas eu avant, pourquoi pas après, ça, on est incapable de le dire. Mais voilà, les premiers El Niño sont apparus autour de 5000 ans, et il y a eu une période, à peu près entre 4000 et 3000 ans, où il y a eu énormément d'El Niño. Donc ils étaient très fréquents, sans doute plus fréquents que maintenant, et très forts. Ce qui signifie que pendant pas mal de temps, il y a eu moins d'alizés, moins de vent d'est, et une sécheresse plus importante. Qui dit sécheresse plus importante dit aussi finalement moins de nourriture. Et qui dit pas d'alizé, il dit non plus pas de vent de face quand vous êtes en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que vous voulez aller vers le reste de la Mélanésie, vers la Polynésie. Alors les embarcations, c'est à peu près celles qui sont en photo, hein, ce sont des embarcations qui ne sont pas très maniables en haute mer, avec une voile rectangulaire qui navigue très mal face au vent. Et a priori, ça peut être une bonne idée. On peut supposer en fait que les hommes ont observé la mer, se sont aperçus qu'à certains moments, très régulièrement, il n'y avait plus de vent venant de l'est, et donc ont décidé de prendre la mer. Alors il n'y a pas un qui est parti tout seul comme un grand, hein. Il y a dû y avoir des petits groupes qui ont dû voir s'il y avait des îles au-delà des Salomon. Ils sont revenus, ils sont repartis avec leur famille, on suppose, hein, et ils sont partis vraiment s'installer au Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie, etc. Alors, pourquoi du coup pas pousser plus loin? Donc on y est une fois qu'on est lancé, hein. Pourquoi s'arrêter au Tonga? Eh bien, c'est qu'entre les Tonga, les Samoa et le reste de la Polynésie, et donc les Marquises, les îles Société, etc., il y a un bon gros millier de kilomètres, un bon millier, au moins, si ce n'est plus, ça dépend des îles que vous voulez atteindre. C'est possible que des personnes soient parties effectivement des Tonga et des Samoa, soit ne soient pas revenues, soit revenues au bout d'un moment en disant on n'a rien trouvé et on arrête là. C'est pas très bien, mais c'est possible en effet que leur technologie de navigation n'ait pas été suffisante pour pouvoir atteindre en très grand nombre les îles de Polynésie, les autres îles de Polynésie. Donc il a fallu attendre un petit peu. Autre chose, alors ça c'est une théorie de ma directrice de thèse, mais je l'aime bien, j'aime bien la dire. En fait, je vous ai dit que pour définir la culture lapita, on utilisait surtout la présence de poteries lapita. Et il s'avère que, par exemple, aux Marquises, donc 1000 km après les Tonga, vous avez des squelettes dont on n'est pas très sûr de l'âge. On ne sait pas s'ils ont 2000, 2500, s'ils sont plus récents, on n'est pas très sûr. Mais on ne trouve pas de poterie lapita à côté, donc on dit que, a priori, ce ne sont pas des lapitas. Et il y a une chose quand même qu'il faut savoir, c'est que l'argile qui sert à fabriquer, c'est une argile assez spécifique, hein, qui sert à fabriquer les céramiques lapita, n'existe pas au-delà des Tonga et des Samoa. Donc une hypothèse, comme ça, celle de ma ancienne directrice de thèse, c'était qu'il y avait peut-être quelques-uns des lapitas qui sont partis sur les Marquises, mais comme ils n'avaient pas de poterie avec eux, ou en tout cas pas suffisamment, qui ont peut-être été détruites, on ne le saura jamais, on ne pourra pas les identifier. Donc voilà. Bon, je pense que même s'ils sont partis, ils ne sont pas partis suffisamment en grand nombre, mais j'aime bien cette théorie. Alors, ils sont arrivés donc au Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie, tout ça, sur des îles vierges. Ils se sont assez bien servis, ils se sont servis d'une île un petit peu comme des gardes-manger, puisqu'on retrouve énormément de restes de poissons, de coquillages, de tortues, etc., dans les restes archéologiques. On considère d'ailleurs qu'il y a pas mal d'animaux qui ont disparu ou alors qui ont fortement diminué au moment de l'arrivée des premiers hommes, et que c'est probablement dû à eux. Donc il y a certains, voilà, c'est tout ce que je vous montre en photo, là, en dessin plutôt, sont des animaux qui ont disparu. Donc vous avez des crocodiles, des tortues de mer et des mégapodes. C'est ce que vous avez en haut à droite. C'est une sorte de grosse poule, si vous voulez. Maintenant, il n'en existe plus qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il n'en existe plus sinon dans le reste de l'Océanie. Et comme c'était des oiseaux a priori qui ne volaient pas, hein, on peut supposer qu'ils ont dû être facilement chassés, facilement attrapés, et donc qu'ils ont dû disparaître assez rapidement. Ce sont à chaque fois quand même des petites îles, hein, ce sont des endroits très spécifiques, assez endémiques, donc encore à coup très fragiles. Si vous ajoutez un prédateur, même s'il n'est pas forcément en très grand groupe, et qu'il n'est pas, on va dire, qu'il n'a pas envie de tout bousiller, comme vous rajoutez une espèce en plus, ça a tendance quand même à modifier pas mal la balance et à modifier tout l'écosystème. Alors en plus, il n'est pas venu les mains vides, ils ne sont pas venus les mains vides, les navigateurs lapita, ils sont venus avec quelques plantes et quelques animaux, avec du cochon, avec des poulets, le chien. Alors le chien, on n'est pas très sûr quand est-ce qu'il est venu, s'il est venu avec les premiers lapita ou un petit peu après, on n'est pas très sûr, et il est venu également très vite avec du rat. Alors le rat, c'est pas volontaire, hein, il s'est embarqué tout seul sur les bateaux, mais le rat a aussi fait pas mal de dégâts à ce niveau-là. Alors d'ailleurs, il y a des études, encore d'isotopes, qui ont permis de connaître un petit peu quel a été le régime alimentaire des populations. En fait, il y a certains atomes, comme ici c'est le carbone 13 et l'azote 15, qui vont varier dans l'organisme en fonction de ce qu'on assimile.
Et il y a des possibilités, par exemple, simplement de regarder la proportion de carbone 13 et de carbone 15 dans les plantes terrestres, dans les animaux terrestres, dans les animaux marins, et de comparer avec la proportion de carbone 13 sur carbone 15 de l'être humain. Et donc là, c'est sur des lapitas, c'est assez évident. Vous avez l'être humain qui a un rapport qui est très proche de celui des animaux marins. Donc a priori, non seulement on trouve des restes d'animaux marins dans les restes archéologiques, mais c'est principalement servi de ça. C'était une population qui est tournée vers la mer, que ce soit pour la navigation, pour les échanges, mais aussi pour l'alimentation. D'ailleurs, c'est un régime qui est très riche en protéines, mais qui a dû avoir des soucis. Sur certains sites archéologiques, on trouve des traces de scorbut. Donc, vous savez, les mêmes maladies que pour les matelots. Donc, c'est partagé aussi la maladie des navigateurs plus récents. Et donc, ça a dû être un souci d'avoir finalement cette alimentation. Alors, pourquoi ne pas développer un peu plus l'horticulture? C'était des populations, je vous rappelle, qui se déplaçaient énormément. Elles ne devaient pas rester très très longtemps au même endroit. Et donc, il n'y a peut-être pas suffisamment de temps pour que les plantes se développent et puissent nourrir toute une communauté entière. Alors, je ne parle pas de plantes pour rien. Voici quelques plantes locales qui sont naturellement là, qu'on a pu utiliser. Donc, vous avez la papaye, la noix de coco. Vous avez aussi l'arbre à pain, qui est celui qui est au milieu là. Alors, l'arbre à pain, ça fait un gros fruit, qui n'est pas forcément excellent, mais enfin bon, ça se mange. Vous pouvez le faire cuire et le goût ressemble un petit peu à celui de la pomme de terre. Alors, c'est assez farineux. Quand vous n'avez rien d'autre à vous mettre sous la dent, vous ne faites pas le difficile. Et dernièrement, ça ne se mange pas, c'est le pandanus, c'est ce que vous avez le plus à gauche pour vous. Le pandanus, alors lui, c'est très utile, ce sont les feuilles. Les feuilles sont utilisées pour construire énormément de choses, pour les maisons, pour les toits, pour faire aussi des nattes ou des paniers. Donc ça a été beaucoup utilisé, a priori, le pandanus, quand les populations sont arrivées. Je vais venir à ma spécialité, qui est l'environnement, la végétation ancienne. Donc je vous parlerai des graphes après, il ne faut pas avoir peur. En gros, quand on étudie, quand on veut savoir s'il y a eu des modifications de paysage, il y a une chose qu'on étudie en priorité, c'est le pollen. Pourquoi le pollen? Parce qu'il est très résistant. Il a une membrane qu'on appelle en sporopollinine qui va lui faire résister à peu près tout et n'importe quoi. Donc, autre avantage, chaque plante, chaque espèce produit un grain de pollen type. Si vous avez un petit peu d'expérience, vous êtes capable, en regardant les sédiments, de savoir si tel grain de pollen appartient, donc de reconnaître tel grain de pollen et de dire qu'il y avait telle plante à cet endroit-là. Bon, avec quelques calculs statistiques, on arrive du coup à reconstituer le paysage. Si le pollen ne suffit pas, on a d'autres choses. On a ici indiqué les charbons de bois. Alors, si vous n'êtes pas expert comme moi, en gros, avec quelques études statistiques, vous êtes capable de dire si le charbon il est plutôt issu de l'herbe ou plutôt issu des arbres. C'est intéressant puisque souvent, quand il y a des feux majoritairement d'herbes, c'est que c'est souvent lié à l'homme. L'homme a tendance toujours à vouloir éclaircir la végétation. Et puis, il y a d'autres petites choses à côté. Vous avez par exemple des phytolithes. Alors, les phytolithes, c'est de la silice finalement qui va précipiter dans les cellules des plantes. La plante peut avoir un intérêt de garder de la silice pour la croissance par exemple ou pour sa protection vis-à-vis de certaines infections. Et il existe, alors là c'est pas pour toutes les espèces, mais il existe des espèces qui ont des cellules spécialisées dans la conservation de la silice et qui ont une forme très 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 particulière. Donc on est capable comme ça de reconnaître certaines plantes grâce à la présence de phytolithes. Et après, alors ça c'est surtout utile ici, parce que le pollen, les phytolithes, les charbons, ça fonctionne pour n'importe quelle étude liée à l'archéologie partout dans le monde. Les phytolithes, c'est plutôt pour l'Océanie. Les grains d'amidon sont plutôt liés à l'Océanie, puisque l'homme va beaucoup manger de tubercules, donc des choses où il y a de l'amidon dedans. Et pareil, certains grains d'amidon sont spécifiques de certaines tubercules. Donc on est capable de dire si l'homme a cultivé telle plante plutôt que telle autre. Et là, en fait, pour revenir à ma petite histoire, autant finalement l'arrivée des populations dans cette partie de l'Océanie a été assez brutale, a été faite en un seul coup, de façon assez homogène, avec une culture assez homogène. Leur impact finalement sur la faune n'est plus très à démontrer. Autant niveau paysage, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a en fait finalement deux types de comportements. Soit, vous allez voir, c'est assez manichéen, donc soit l'homme est arrivé et n'a touché à rien, soit l'homme est arrivé et il a modifié son environnement. Comment ça se voit? Vous voyez au niveau des carrés rouges, là, c'est le moment où l'homme arrive. Si on regarde sur la partie de droite, alors c'est à chaque fois indiqué en pourcentage, vous avez par exemple en vert foncé la forêt tropicale humide, qui diminue au moment où l'homme arrive, qui est remplacée par de la forêt dégradée et des charbons. Donc là, a priori, sauf très grosse coïncidence, l'homme arrive et a dégagé un petit peu la forêt. Pareil juste à côté, alors vous avez aussi un pic de charbon, vous avez ce rectangle un petit peu bizarre qui indique en fait les proportions de pollen arboré, AP, et de pollen pas arboré.
donc de pollen d'herbe, quoi. C'est le symbole que vous voyez, AP, nappé tout en haut. Et donc là aussi, quand l'homme arrive, le paysage s'ouvre. Donc a priori, pareil, sauf si grosse coïncidence, hein, l'homme est arrivé, s'est installé et a fait, par exemple, entre autres, de l'agriculture sur brûlis. Alors là, c'est une photo actuelle. Hein. On peut supposer que ça a été fait à plus petite échelle, mais c'est ce genre de paysage qu'on a pu voir peut-être au moment où l'homme est arrivé. L'autre côté, quand l'homme arrive, il ne se passe rien. Ce que vous avez, par exemple, tout à gauche, vous avez le carré rouge, et finalement, le pic de charbon arrive bien plus tard. C'est pareil un petit peu pour celui ici, là, où vous avez un pic de charbon qui arrive bien plus tard. Là, vous avez déjà beaucoup de forêts secondaires qui présentent finalement avant l'être humain, avant que l'être humain arrive. Alors, il y a deux solutions à ça. Soit on s'est complètement planté dans nos datations, et par exemple, l'être humain est arrivé il y a 4000 ans et pas il y a 3000 ans. Soit, vous vous souvenez, je parlais d'El Niño tout à l'heure, hein, soit il y a eu déjà une période sèche qui a déjà modifié l'environnement avant que celui-ci, avant que l'homme n'arrive. Et donc, du coup, il est arrivé et il n'a pas fait grand-chose. Alors ça, ce n'est pas une photo de mes vacances, c'est un site archéologique. On a fouillé, quand je dis les archéologues ont fouillé au niveau des arbres. Donc ça se situe au Vanuatu. Et c'est a priori ce genre de choses qui peut se passer quand il n'y a pas de modification de paysage. L'homme s'installe, pose ses bateaux, ses valises, et puis voilà, reste là. Peut-être pas très très longtemps finalement. J'ai fait d'ailleurs une petite compilation. Regarde ce que ça donne, oui c'est bien. Une petite compilation des études environnementales qui ont été faites, qui sont associées à des sites archéologiques. Donc je ne les ai pas tous faits, hein, mais je vais donner quelques-uns. En gros, en rouge, vous avez des zones où la population de l'habitat est arrivée, s'est installée et a modifié le paysage. Ça se voit immédiatement. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, quand c'est situé sur des toutes petites îles, comme vous avez à droite, il y a de fortes chances que les îles soient suffisamment fragiles, suffisamment marquées par l'arrivée de l'homme, même s'il ne fait finalement pas grand-chose. Vous avez par exemple aussi des zones en rouge qui sont finalement assez protégées du vent. Chaque fois, on est sur la côte ouest, protégée du vent. Donc là, ça peut être une bonne idée aussi de s'installer. À l'inverse, pour les autres couleurs, on ne trouve pas d'impact, on ne trouve pas de modification de la végétation qu'on peut associer à l'homme dès 3000 ans. On trouve une modification de la végétation, mais elle est plus tard. J'en parlerai ça aussi un petit peu plus tard. Alors j'ai mis différentes couleurs puisqu'il y a des zones qu'on peut très facilement expliquer, comme les points bleus. En fait, ce sont des zones soit qui sont difficiles d'accès, donc pour les gens qui naviguaient beaucoup, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt de s'installer et de modifier l'environnement s'il est difficile d'accès, ou alors ce sont des zones qui sont, comme par exemple sur le niveau des Fidji, qui sont très faciles d'accès ou au contraire, mais ils sont peut-être un peu trop en plein vent. Alors on a des villes, hein, au niveau du point bleu, il y a une petite ville qui existe, mais si vous n'êtes pas forcément très grand fan d'agriculture et d'élevage, et que vous êtes navigateur, il faut se mettre aussi un petit peu dans leur tête, hein, que vous êtes navigateur, si vous avez le choix, vous allez peut-être vous installer, en tout cas vous installer un peu plus longuement, plus à l'ouest qu'à l'est. Et enfin en vert, alors j'ai appelé ça suspect, c'est parce que c'est pour vous rappeler aussi hein, que quand on étudie les sciences du passé, on n'a toujours que des informations très fragmentaires, et qu'il nous manque énormément d'informations. On a fait des prélèvements, des fouilles, des carottes à un endroit. Peut-être que si on avait fait la fouille ou le prélèvement 1 kilomètre plus loin, on aurait peut-être eu d'autres informations. C'est un petit peu ce qui se passe là. Souvent, dans les points verts, on a par exemple du sédiment qui a été remanié, qui a bougé. Donc peut-être qu'effectivement, on ne trouve pas les bonnes informations, parce que peut-être que l'information a tout simplement disparu. Ou ça peut être aussi des choses, un peu ce que je disais tout à l'heure, comme on parle. Il y a aussi également des changements climatiques en même temps que l'homme arrive. Il est parfois très difficile, quand vous regardez juste vos pollens, vos phytolithes et votre charbon, c'est difficile des fois de savoir, parce que ça ne vous le dit pas directement, hein, si le fait que ça ait changé, si la végétation a changé, si c'est exclusivement dû à l'œuvre naturelle, si c'est exclusivement dû à l'homme, ou si c'est un mélange des deux, l'homme qui a profité d'un moment en particulier. Et donc toutes ces zones-là hein, sont finalement ce qu'on pourrait dire suspectes. Il y a une dernière chose aussi qu'on peut également donner, alors ça c'est invérifiable complètement en archéologie, mais c'est la présence potentielle de zones taboues, et des zones où on ne peut simplement pas y aller. Par exemple, près d'un cimetière, justement le fameux cimetière de Teuma, on a trouvé énormément de squelettes, on n'a trouvé aucune trace d'habitation. Pourtant, il y a eu pas mal de gens qui sont passés là, mais on peut supposer que c'était une zone qui était parfaitement interdite, on ne pouvait que déposer les morts. Ça, je vous dis, hein, c'est parfaitement invérifiable, c'est juste des théories comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe après? Parce que l'habitat c'est bien, mais ça dure jusqu'à environ 2700 ans. Et bien ensuite, il y a une diminution des échanges entre les îles. Alors là encore, vous allez vous rendre compte, je dis beaucoup, hein, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc, on ne sait pas très bien pourquoi les échanges entre les îles ont diminué à cette période-là.
Il n'y a pas de très gros changements environnementaux. Il y a certes un recul de la mer, mais enfin bon, c'était les navigateurs, hein, donc que la mer soit reculée d'1 mètre, a priori, ça ne devait pas les gêner plus que ça. Donc on ne sait pas très bien pourquoi les diminutions des échanges entre les îles ont diminué. Par contre, on le voit très bien, cette diminution des échanges. Déjà parce que on ne va plus retrouver cette circulation d'obsidienne là, la pierre noire que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis les cultures vont être complètement diversifiées. On va retrouver des céramiques très différentes d'une île à une autre et d'une époque à une autre. C'est un petit peu ce que je vous ai montré là avec 2 tessons de céramique. Donc l'un en Nouvelle-Calédonie et l'autre au Vanuatu. Alors ils n'ont pas tout à fait le même âge, hein, mais ça se chevauche. Et vous voyez, il y en a un qui est finalement assez simple avec que des traits. Et l'autre à côté, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu sont vraiment voisins. Et l'autre à côté, vous allez avoir des figures beaucoup plus complexes, des choses beaucoup plus développées. Donc on a un arrêt finalement de la navigation. Ces gens, ces navigateurs deviennent finalement sédentaires. Et pour ne pas s'embêter en fait, toutes ces cultures qui ont chacune un nom, qui vont durer des fois quelques centaines d'années, des fois d'autres quelques milliers, on les a appelés les post-habitats. Beaucoup plus simple. Pareil, pour vous montrer, hop là, quelques petites photos. Donc on a trouvé encore pas mal de squelettes, hein, donc on va pouvoir étudier aussi par exemple ce qu'ils sont mangés, je vais en parler un petit peu après. Et vous voyez qu'on a des céramiques assez différentes, donc soit très hautes, soit très petites, soit décorées, soit pas du tout décorées, donc on a un petit peu de tout. Hein. On a même réussi pour les Fidji, le squelette était suffisamment bien conservé, à reconstituer le visage. On a réussi finalement à voir le visage d'une population, d'une femme de culture post-lapita. Alors si je reprends 5 petites minutes. Ce petit graphe, cette petite carte, je vous ai parlé surtout des points rouges, il faut savoir que tous les autres points, donc les bleus, les jaunes et les verts, hein, on va avoir une modification du paysage, une modification importante qui va témoigner vraiment que l'homme va se mettre à l'horticulture et à l'élevage. Ça va arriver entre 2000 et 1500 ans environ, ça va dépendre des îles. Hein. Là encore, a priori, l'homme s'est adapté à son environnement, il a développé, à mon avis, à partir du moment où ça lui semblait le plus malin. Mais partout, on va avoir maintenant de l'horticulture, on va avoir une modification du paysage. Et ça va se voir aussi dans son alimentation. Si on reprend les analyses isotopiques, on va voir que alors tout ce que vous avez là, les carrés, les ronds, etc., sur le premier graphe, indique des différentes populations d'êtres humains. Et vous voyez qu'au lieu d'être près de la partie poissons et coquillages, il se rapproche fortement de la partie plantes et animaux terrestres. Donc le régime, hein, vraiment, l'homme ne se tourne plus vers la mer, mais vers la terre. Il commence à manger les plantes qu'il cultive, il commence à manger les animaux qu'il élève. Ça va se voir également dans le deuxième. C'est même un peu plus flagrant, puisque en marron foncé, vous avez des analyses de la population Lapita, et en jaune, en carré jaune, vous avez une population, ce qu'on appelle de culture Erueti. Donc c'est une culture plus récente, qu'on va trouver au Vanuatu. Et hop, assez clairement, on va avoir une transition entre un régime plutôt finalement carnivore, on va manger des poissons vivants dans la mer, à un régime un peu plus diversifié, on va manger plus de végétaux venant de la terre. Alors cette transition, elle est assez longue, elle ne se fait pas d'un coup. En gros, la transition du régime alimentaire va commencer autour de 2500 ans, et il faut savoir qu'après 2000 ans, BP toujours, après 2000 ans BP, eh bien, toutes les populations de cette partie de l'Océanie a majoritairement une alimentation qui vient des ressources terrestres. Alors, autant on n'est pas tellement bien capable d'expliquer pourquoi l'homme s'est arrêté autour de 2700 ans BP, pourquoi est-ce qu'il a arrêté de naviguer. Par contre, le développement de l'horticulture, lui, il intervient après 2000 ans BP, une fois que les événements El Niño commencent à devenir moins importants. Donc on peut supposer qu'ils ont profité d'un changement climatique, d'un climat plus humide, pour développer l'horticulture. Et ça tombe bien, puisque la plupart des plantes qu'il a amenées avec lui, je vous montrerai des photos ensuite, la plupart des plantes qu'il a amenées avec lui, eh bien, ce sont des plantes justement qui ont besoin d'humidité. Et par contre, en revanche, après 2000 ans, après 1500 ans, il devient très compliqué d'associer un changement environnemental avec un changement de société, on va dire. Chacun, finalement, travaille, fait un petit peu sa tambouille dans son coin, chacun travaille, chacun évolue dans son coin. Et donc, on va avoir effectivement des changements de société. Par exemple, aux Fidji, on va avoir des populations qui vivaient près des grottes qui vont se mettre à construire d'un coup des habitations. Et puis, on ne va pas très bien savoir expliquer pourquoi à ce moment-là précisément.
peut-être un petit peu localement, on va avoir une éruption volcanique, on va avoir un peu plus de séisme que d'habitude, ou un changement climatique très local. Il y a des climatologues qui essayent vraiment de relier des gros changements environnementaux à un changement, on va dire, plus global de comportement de société, mais c'est très difficile et c'est souvent assez décrié par la communauté scientifique parce que finalement, c'est assez souvent tiré par les cheveux. On monte une date, on vieillit une date volontairement, ou on la change un petit peu. Donc voilà, ça marche pas très très bien. En tout cas, à partir de 2000 ans, l'homme s'est installé et a fait finalement ce qu'on pourrait appeler une domestication intensive. Donc là, on retrouve vraiment du cochon, du chien, du poulet en très grosse quantité. Et voilà les plantes qu'il a très majoritairement cultivées. Donc il y a le bananier, que vous connaissez. Alors bien sûr, nous, on connaît une à deux types de bananes. La banane sucrée et la banane plantain. Chez eux, c'est la pomme de terre à eux. Ils ont des bananes pour à peu près tout, pour cuire au four, pour faire en frite, pour cuire à la poêle. Enfin, voilà, vous avez une quantité astronomique de bananes là-bas. Alors, les bananiers sont des plantes qui ne supportent pas un mois sans humidité, sans précipitation. Vous pouvez imaginer que c'était peut-être assez compliqué de développer la culture de bananier tant que le climat restait globalement assez sec. Autre chose, vous avez par exemple tout à droite l'igname, cette plante-là en liane, avec le tubercule qui correspond en dessous, le tubercule qui est consommé. Des fois, l'igname, vous pouvez en trouver un sur les supermarchés, ça arrive, c'est des gros morceaux. Alors chez nous, enfin moi en tout cas très personnellement, j'ai tendance à cuire à l'eau, mais théoriquement, traditionnellement, il ne faut surtout pas que l'igname touche l'eau, c'est une tradition. Et donc il est cuit pendant des heures et des heures et des heures dans des fours enterrés, vous savez, avec des feuilles de bananier. Donc, sauf que moi, j'ai pas de four en feuilles de bananier et j'ai pas des heures devant moi. Mais voilà, vous avez vraiment des traditions très spécifiques pour chaque plante, puisque c'est une plante qui n'aime pas trop l'eau, on a tendance à la cuire justement sans eau. À l'inverse, Colocasia, pardon, c'est son nom latin, mais le taro que vous avez indiqué taro. Là, alors c'est des plus petits tubercules, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Moi, j'en ai trouvé une ou deux fois en métropole. Mais là, donc, ce sont des plantes qui apprécient beaucoup l'eau. Mais ce sont des plantes qui demandent aussi une vraie organisation. En fait, ce sont des plantes qui demandent ce qu'on appelle des taraudières, alors que ça existe encore aujourd'hui. C'est globalement comme les vignes, vous savez, en terrasse, sauf que du coup, là, c'est avec du taro. Mais c'est à peu près le même principe. Et ça demande évidemment une organisation. Des navigateurs qui s'installent une saison, 2 saisons, allez au pire 2 ans, 3 ans, ne peuvent pas développer des taraudières. Il faut vraiment être sédentaire, il faut vraiment s'installer quelque part pour pouvoir développer ce genre de choses. Donc lui aussi, le taro demande quelque chose, demande un climat assez humide. Et dernière chose, le kava. Donc c'est la plante qui est indiquée en bas et vous avez la préparation à côté. Alors le kava, c'est une plante en fait qui se rapproche du poivre. C'est la même famille que le poivre. On ne s'en sert pas du tout pour poivrer. En fait, on utilise les racines. Les racines sont broyées, sont mises dans l'eau. Alors aujourd'hui, elles sont mises dans l'eau, on a de la chance, puisqu'il y a une certaine époque, il y a même pas si longtemps que ça, il y a moins d'un siècle, c'était des jeunes hommes qui mâchaient la racine, qui la recrachaient, et après on en faisait une boisson. Donc le petit bol que vous voyez tout au fond, c'est ce qui reste finalement, c'est une boisson. Alors c'est une couleur assez terreuse. Évidemment, tout ça, je ne vous vends pas du rêve, mais c'est une boisson qui est très rituelle. Elle a des effets en fait anesthésiants, elle a des effets aussi c'est une psychotrope en fait. Donc elle a des effets aussi éventuellement un petit peu hallucinogène sur les bords si vous en prenez trop, mais c'est un côté vraiment rituel. On prenait ça au coin du feu, une fois que le travail était fini, on pouvait boire ça aussi pour honorer les ancêtres, enfin bref, vous pouvez un petit peu aussi imaginer ce que vous voulez. Et d'ailleurs, le kava a longtemps été interdit. Une fois que les Européens sont arrivés, ils ont trouvé quand même que c'était pas terrible, et donc ça a longtemps été interdit. Aujourd'hui, vous pouvez en racheter. Au Vanuatu, ça j'en suis sûre, en Nouvelle-Calédonie, il me semble aussi, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Alors, pour vous parler un petit peu de son écologie, le kava, lui, clairement, il a besoin d'humidité. Il aime bien être les pieds dans l'eau, il aime bien avoir des sols avec beaucoup d'humidité. Donc souvent, on va le trouver, par exemple, on va retrouver des pollens de kava à côté, par exemple, de marais. C'est la meilleure façon de le cultiver. Alors, et la Polynésie, le reste de la Polynésie dans tout ça? Parce qu'il a bien fallu coloniser cette zone à un moment ou à un autre. Alors ça, c'est arrivé bien plus tard, en fait. C'est arrivé autour de 1200 ans. Donc on est bien plus tard. On a des populations, a priori des Fidji, des Tonga et des Samoa. On n'est pas sûr à 100%, mais a priori, ça viendrait de ce coin-là. Des populations qui ont pris de nouveaux bateaux et qui sont partis vers les îles Sociétés, vers les Marquises, vers aussi l'île de Pâques, Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Ils ont fait tout ça très très rapidement. Donc là, ils étaient quand même assez motivés. Et on a un petit peu, ce que vous avez ici, c'est une reconstruction finalement d'un bateau vraiment polynésien. Donc là, ce ne sont plus des pirogues à balancer, ce sont des catamarans avec des voiles triangulaires qui remontent bien plus, qui remontent bien mieux au vent, qui vont résister bien plus longtemps sur des bien plus longues distances, et donc ils vont être bien plus efficaces.
Donc finalement, la culture polynésienne, elle est d'abord issue de populations post-Lapita autour des Fidji, Tonga et Samoa. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est l'histoire un peu que raconte Vaiana, le Disney de 2016, si je ne raconte pas de bêtises. Alors certes, c'est très romancé. Si vous l'avez vu, c'est une population, un village qui est coincé sur une île, qui ne veut pas partir à cause de la colère d'un dieu. Alors évidemment, c'est très romancé. Je vous ai dit, a priori, ce pourquoi ils ne sont pas partis, c'est pour des questions de technologie de navigation. Mais l'idée, c'est un peu ça. Voilà, c'est un village. Vous êtes au Tonga, vous êtes au Samoa, vous avez la mer devant vous, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et puis, il arrive un événement pour pouvoir enfin se déplacer. Alors, moi, je l'ai regardé avec un œil du coup un peu critique, pour savoir s'il ne disait pas trop de bêtises niveau environnement, tout ça. Finalement, en termes en tout cas de contexte naturel, ils ne se sont pas trop plantés. On vous retrouve bien, j'ai même réussi à reconnaître des plantes rapidement, vite fait, d'une série, enfin d'une scène à une autre. Mais c'est plutôt au niveau culture où il y a un joli mélange. Bon, je ne vais pas trop leur en vouloir, mais vous allez retrouver aussi bien de la culture maori, donc de Nouvelle-Zélande, que de la Mélanésie, que de la Polynésie. Même finalement le bateau qui est ici, vous avez une voile triangulaire donc, qui est polynésienne avec une pirogue à balancier ancienne, mélanésienne. Mais bon, voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? Puisque je me suis arrêtée, finalement, c'était il y a 600 ans. Alors, les Polynésiens, ils sont revenus. Ceux qui sont partis aux sociétés, etc., ils sont revenus. Ils sont revenus et ils ont dû rapporter aussi avec eux des changements sociétaux, des changements culturels. Ça aussi, on le voit aussi en archéologie. On remarque qu'après, en général, 600 ans, au Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie, on va avoir des changements de structure de société. On va passer, par exemple, à des petits groupes, chacun dans leur coin, à, sur chaque île, un chef qui va gérer à peu près tout. Ça, c'est assez polynésien comme type finalement, de culture. Donc, au final, si on regarde aujourd'hui, la culture mélanésienne, polynésienne, c'est au final un joli mélange de toute cette histoire qui s'est passée. Alors, sur ces entrefaites, les Européens sont arrivés. Ils ont découvert ces coins-là assez rapidement, assez tardivement, justement. Il faut dire que c'était quand même des toutes petites îles, donc il fallait quand même bien tomber dessus. Alors, ils sont arrivés entre le XVIe et le XVIIIe siècle à peu près, ça dépend si vous regardez les navigateurs anglais, français, portugais. Et bien sûr, c'est un petit peu ce que j'ai commencé à dire au début, tout à l'heure en parlant du kava, ils ont interdit pas mal de choses qu'ils considéraient comme païens. Donc le kava en question, et aussi ce que vous avez là, ce qui est barré, c'est une corne, c'est une dent de cochon qui a tourné. En fait, ça c'est très typique du Vanuatu. Au Vanuatu, vous pouvez arracher les canines du cochon et les canines du haut. Comme le cochon a des dents qui poussent continuellement, les canines du bas ne sucent plus et elles font des tours. Alors bien sûr, au bout d'un moment, si ça va mal, s'il n'a pas de chance, le pauvre cochon, la canine du haut va percer la joue et donc il a tendance à mourir un petit peu d'infection. Mais il arrive des cochons qui tiennent plus de 10 ans. Et quand des cochons, là je vous parle actuellement, quand des cochons aujourd'hui arrivent à atteindre l'âge à peu près de 30 ans, l'âge vénérable de 30 ans, eh bien on ne le tue pas pour ses dents, on attend tranquillement qu'il meure. Et ça a été interdit par les Européens pendant un petit moment avant d'être réautorisé aujourd'hui. C'est même un des symboles du Vanuatu, la dent qui fait des tours, la dent en spirale. Et le chef va porter ses dents. Plus il y a de spirales, plus on considère que le chef a un statut important. Dernière petite chose, qui est peut-être finalement beaucoup plus récente, la décolonisation, elle a été très tardive. Il existe encore quelques îles qui sont d'ailleurs sous tutelle européenne, ou enfin occidentale en tout cas. Donc vous avez une partie des Samoa, qu'on appelle les Samoa américaines. Vous avez bien sûr la Polynésie française, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, tout ça, ça appartient à la France, et l'île de Pâques qui appartient au Chili. Pour finir sur une chose beaucoup plus actuelle, en fait, les Nations Unies ont déclaré premier réfugié climatique des populations du Vanuatu. Donc des îles Torres, ça c'est au sud du Vanuatu. C'est un village qui a été complètement inondé. Inondés a priori à cause de la montée des eaux du réchauffement climatique. Donc il a fallu les déménager, les mettre un petit peu plus haut. Et ce ne sont pas les premiers, enfin plus exactement ce sont les premiers réfugiés climatiques, mais ce ne sont certainement pas les derniers. Toutes les îles de Polynésie, les îles très plates de Polynésie, comme les Tuamotu ou les Sociétés, vont très probablement connaître le même sort. L'avantage, on va dire, qu'a le Vanuatu, c'est que ce sont des îles souvent qui sont en relief, donc on va pouvoir quand même continuer un petit peu à grimper, tandis que si on regarde en Polynésie, assez vite, ça va être tout inondé, et donc ça va être effectivement un peu plus embêtant. Ils vont devoir repartir finalement sur les routes en espérant qu'ils aient suffisamment de temps pour pouvoir s'installer autre part.
Alors pour terminer sur quelque chose d'un petit peu plus gain, moi j'ai eu l'occasion d'aller au Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie pendant ma thèse. Si vous avez effectivement un jour l'occasion, je vous conseille plus que fortement d'y aller, puisque plus que la culture et la nature, vous allez avoir aussi des gens qui vont être extrêmement accueillants et vous allez avoir encore souvent des petits villages où ils vont garder les traditions ancestrales. Donc si vous voulez, alors bien sûr il faut payer le billet d'avion, mais si vous voulez vraiment voir de plus près tout ce que je vous ai raconté, eh bien c'est tout à fait possible. Il y a encore beaucoup de cultures qui sont respectées là-bas. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté pendant cette petite heure. Et si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. Bonne soirée. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez, il faut lever la main et puis il faudra parler avec le micro. Parce qu'en plus, moi, je suis un peu sourde. Parce que comme l'amphithéâtre est un peu grand, c'est pour que tout le monde puisse bien entendre. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions? Monsieur. Bonsoir, merci. Je voudrais savoir les origines ethniques de ces personnes, si vous voulez, leur taille. Ah, leur taille. Oui. Et donc savoir si vous avez une idée avec l'alimentation en échelle, s'il y avait un rapport avec les carnivores ou... Ah, si la taille avait augmenté. Alors j'avoue, j'en ai strictement aucune idée, mais j'ai jamais vu de papier traitant là-dessus. Donc c'est possible, alors soit qu'il n'y ait pas eu d'études, soit que c'est peut-être pas visible ou pas suffisamment visible pour qu'on puisse le voir dans les restes archéologiques. Mais c'est vrai que j'avoue que souvent, quand il y a des questions de changement, c'est plus vraiment quand ils vont rester, par exemple, sur des toutes petites îles. Vous pensez peut-être à l'homme de Flore en Indonésie, qui lui est vraiment tout petit. C'est vrai que c'est plus éventuellement, ça va pas forcément être l'alimentation qui va forcément changer la taille. Ça va plus être vraiment s'ils sont vraiment isolés sur des îles et s'ils peuvent pas se déplacer. Mais j'avoue que j'ai malheureusement pas trop répondu plus précisément que ça à votre question, parce que j'ai jamais vu trop de papier passer là-dessus. Ce serait sans doute très intéressant à creuser. Oui, merci. Bon, quelqu'un aurait une autre question? Sinon, il y a d'autres. Bon, sinon... Et ben voilà, c'est bon. Donc, si vous voulez, j'ai un ami qui est de Wallis et Futuna, et donc ce que les derniers propos que vous teniez, c'était en fait la montée des eaux. Et est-ce que vous avez une prévision avec la montée des eaux Une prévision, malheureusement, les prévisions dans ce coin-là sont très difficiles, puisque je ne l'ai pas trop développé parce que c'est beaucoup de géologie, mais vous avez la tectonique qui joue énormément aussi à cet endroit-là, puisque vous pouvez avoir, par exemple, comme vous êtes, on est sur une plaque qui a tendance à se soulever, vous allez avoir des moments où le soulèvement va s'accélérer, ou dans ces cas-là, ça peut compenser un petit peu la montée des eaux, et des moments où le soulèvement va ralentir. Et dans ces cas-là, la montée des eaux sera beaucoup plus importante. Donc c'est très compliqué. On sait qu'en tout cas, pour les îles vraiment basses, c'est assez rapide. Ce sera sans doute dans quelques 10, 20, 30 ans. Mais on ne peut pas donner de date vraiment très précise. Il y a beaucoup, toutes ces îles d'Océanie se regroupent pour réfléchir vraiment à ce problème-là, puisque ça fait des gens en plus à relocaliser. On ne sait pas où. Voilà, mais c'est vrai que c'est une zone qui est très compliquée, autant au niveau climatique. Si ça vous intéresse, on peut regarder au niveau climatique. Le climat tropical est très compliqué. Il y a énormément de courants atmosphériques océaniques. Donc il y a énormément de choses qui rentrent en jeu à cet endroit-là. Et en plus, vous êtes sur une zone qui bouge en plus tectoniquement parlant. Donc il va encore plus compliquer les choses. Mais en tout cas, a priori, ça paraît assez imminent, sauf si d'un coup la subduction change et puis fait que effectivement ça soulève un peu plus rapidement. Ça paraît assez imminent, oui, dans quelques dizaines d'années a priori. Très bien. Et alors, apparemment, vous avez un petit souci avec les araignées. Oui. Non, les scolopendres. Les araignées, ça va. C'est les scolopendres, ça va pas. Vous savez, vous dites que elles sont celles qui sont mortelles ont donc un venin. Alors, c'est vraiment les scolopendres là dont je parlais. C'est pas des araignées. Les araignées, a priori, ne sont pas mortelles, en tout cas. À part en Australie. Ce sont les scolopendres qui, eux, sont vraiment mortels. Alors, en fait, c'est même pas tant le venin, c'est la morsure qui peut vous faire mourir de douleur. Vous pouvez avoir des crises cardiaques, en fait, à cause de la morsure. Donc, c'est vraiment très gros. Je vous dis, j'avais vu une photo d'un mort.
heureusement. Donc il fait la taille à peu près d'un avant-bras d'un homme. On voit, il est posé sur le bras et il fait toute la taille de l'avant-bras. Donc c'est vraiment là, je pense, les mandibules, la taille, la profondeur de la morsure qui donne cette douleur-là et qui fait que voilà, ça peut être potentiellement dangereux. Ouais, j'imagine. Ouais, je me suis fait piquer il n'y a pas si longtemps que ça avec une araignée 7-8 cm de diamètre dans le dos. Et c'est vraiment comme un clou, c'est terrible. Quoi, oui, ça sent, quoi, ça se sent, et c'est plutôt ça, effectivement. Et bon, j'imagine. Eh ben, j'espère qu'il y a d'autres questions. Oui. Ah, il y en a une là-bas. Monsieur. Le passage de la civilisation marine avec les échanges à la civilisation sédentaire ne serait-il pas lié à une surexploitation des ressources marines? C'est une possibilité. Alors c'est quelque chose, là encore, qui est effectivement invérifiable, mais c'est une possibilité. En tout cas, c'est une possibilité pour les petites îles, puisque ça a dû se faire assez vite. L'appauvrissement des animaux, de la faune, de la flore a dû se faire assez rapidement. Donc là, pour le coup, ils ont dû se gratter la tête et se dire « bon, bah, maintenant, je fais quoi que j'ai un peu tout mangé ?» Mais c'est vrai que pour les plus grosses îles, il pouvait encore avoir potentiellement de l'aide. On peut supposer qu'effectivement, il y ait une disparition ou qu'il soit effectivement qu'il ait besoin finalement de se rapprocher dans les terres pour aller chercher plus de nourriture et dans ces cas-là d'abandonner un petit peu la mer pour se rapprocher de la terre. C'est une possibilité, oui, mais ça fait partie effectivement de ces hypothèses qui sont pas tellement vérifiables en tout cas, parce qu'il a fallu leur demander, ce serait plus simple. Donc ça fait partie des hypothèses qu'on peut proposer mais qui sont effectivement pas très vérifiables. C'est en effet une possibilité, oui. C'est d'autres questions ? Et après. Parmi les raisons des migrations, on trouve la pression alimentaire, vous l'avez dit à plusieurs reprises, aussi bien en Papouasie, Nouvelle-Guinée que au Célèbes, par exemple, on observe ou on observait l'anthropophagie, qui a des raisons rituelles probablement, mais aussi des raisons alimentaires simplement. Est-ce que on observe ça également dans les contrées mélanésiennes? De l'anthropophagie, vous voulez dire? Il y en avait un petit peu effectivement quand les Européens sont arrivés. Il y en a quelques-uns d'ailleurs, il y a quelques marins qui ont dû, je crois, y passer malheureusement. Effectivement, ça a été opéré, mais en fait, c'était, on va dire, apparemment en fin. C'était pas très utilisé. Enfin, plus exactement, le cannibalisme n'était pas forcément fortement observé. Et comme il a été assez rapidement interdit aussi par les Européens, on ne sait pas trop en fait si ça se faisait avant, mais que c'était finalement un peu en bout de souffle, quoi, et que les populations avaient peut-être naturellement abandonné le processus, ou si c'était pas très utilisé, peut-être juste effectivement, comme vous proposez, rituel, ou vraiment dans des cas très extrêmes. Et ça, effectivement, on ne le sait pas trop, mais oui, il y en avait un petit peu avant que les Européens arrivent, en effet. Il y en a eu un petit peu. Je crois qu'il y avait une autre question. Non ? Alors moi j'en aurais une. Tout à l'heure vous nous parliez donc des échanges entre les différentes îles des Lapita, avec les échanges de poteries, etc. Mais est-ce qu'on a des vestiges d'autres civilisations ou justement ces poteries Lapita ailleurs dans... Non. Oui, parce que je pense qu'il y a des explorateurs d'autres pays qui auraient pu peut-être faire des échanges. Alors la poterie Lapita, on la trouve pas. Je vais retrouver la petite diapositive. Mais on la trouve pas ailleurs que sur la carte que je vous ai montrée à un moment donné, qui est voilà celle-là. Voilà. C'est là où on la trouve, la poterie Lapita, on la trouve là, on ne la trouve pas ailleurs. Alors après, qu'il y a peut-être eu des échanges d'autres choses qu'on ne sait pas distinguer, c'est possible, mais voilà, on ne la trouve qu'ici. S'il y a eu des échanges, là encore, ça fait partie des informations qui sont très fragmentaires puisqu'on parle du passé. S'il y a eu des échanges avec d'autres îles, d'autres pays, comme par exemple l'Australie ou l'Asie du Sud-Est, c'est peut-être des échanges pas suffisamment importants pour qu'il nous reste suffisamment de poteries pour en rencontrer. Mais peut-être qu'effectivement, un jour, on entendra qu'on a trouvé une poterie Lapita en Australie ou en Indonésie. Et là, on saura effectivement que les échanges étaient encore plus importants que l'on l'imagine. Mais là, pour l'instant, d'après l'archéologie, en même temps, on ne cherche pas non plus trop ailleurs, mais d'après l'archéologie, la circulation des poteries Lapita, la circulation des Lapita se faisait dans ce grand cercle jaune qui est entouré là sur la carte. Y a-t-il d'autres questions? Oui.
Le titre de cette conférence fait référence à la préhistoire, avec pré entre parenthèses. Je me posais la question de savoir quand est-ce qu'il y a une préhistoire véritable, comment dire, en Mélanésie, et quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle s'arrête, et quand est-ce qu'on rentre véritablement dans l'histoire. Alors, comme la plupart de ces îles-là, comme en fait... Quand on définit histoire, en fait, la définition toute simple et toute bête de l'histoire, c'est à partir du moment où l'écriture apparaît. Donc, comme là, en fait, quand les Européens sont arrivés, il n'y avait pas encore d'écriture. On considère, en fait, c'est très égocentré, très occidental, que leur histoire commence au moment où les Européens arrivent. Mais en fait, c'est assez philosophique en fait comme question. Mais en fait, c'est vrai que finalement, ils ont une histoire très courte qui date depuis, on va dire, à peu près le 18e. C'est comme ça qu'on considère en fait. On considère que tant qu'il n'y a que les archives archéologiques et pas d'archives écrites, c'est de la préhistoire. Et à partir du moment où on arrive à avoir des archives écrites, c'est de l'histoire. Et comme les premiers écrits dans cette zone-là sont les écrits des Européens, et ben, considère finalement que l'histoire commence à partir du moment où les Européens sont arrivés, ont découvert ces îles et ont commencé à écrire dessus. Mais c'est vrai que c'est assez... En fait, si j'ai mis aussi histoire entre parenthèses, c'est parce que je parle un petit peu aussi de l'histoire géologique, de l'histoire climatique et naturelle. Et donc, on n'utilise pas le terme préhistoire quand on parle de l'histoire naturelle. Voilà, c'était aussi pour tout vous dire sur le choix du titre. J'ai une question. Et donc, pour suivre, est-ce qu'on peut retrouver une symbolique identique donc, sur ces poteries par rapport au nord-ouest ou alors ça, j'avoue, je ne saurais pas vous répondre dans s'il y a une les symbolique. dizaines de milliers d'années, quoi, je veux dire. Oui, sur les... J'avoue, je ne saurais pas vous dire s'il y a une symbolique. Je crois qu'en fait, c'est à peu près... vous allez retrouver à peu près les mêmes figures partout. Mais alors, j'aurais vraiment peur de vous dire une bêtise. Donc, je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Mais il me semble que oui, en tout cas, je n'ai pas vu là non plus de choses... Autant pour les post-lapita, on arrive à bien définir des formes et des dessins très particuliers en fonction de l'endroit où vous êtes. Autant pour les lapita, je crois qu'en fait, vous avez à peu près le même type de poterie. Ce qui va varier finalement, ça va être la hauteur et puis la forme et l'endroit éventuellement où le dessin sera fait. Mais vous allez retrouver des figures, par exemple, anthropomorphiques, je vais y arriver, un peu partout, aussi bien en Nouvelle-Calédonie que dans le nord, dans le sud du Vanuatu, qu'aux Fidji, etc. Et on va les retrouver un peu partout. Après, si on... Là, j'avoue, je ne suis pas du tout une spécialiste de la céramique, mais peut-être que si on s'attarde particulièrement sur un dessin, on va peut-être le trouver dans un endroit spécifique. Mais ça, je ne saurais vraiment pas vous dire. Je dirais qu'a priori non, vu qu'il y a eu beaucoup d'échanges, mais c'est possible qu'il y ait peut-être quand même des spécialistes qui faisaient un type de dessin à un endroit, mais ça, malheureusement, je ne saurais pas vous le dire. Et donc, une dernière, et pour les croyances Très bonne question. Ça aussi, c'est difficilement vérifiable. Si on regarde à ce qui se passe aujourd'hui, c'est des croyances très encore tournées vers la mer, vers la nature, etc., vers le respect de la nature. C'est pour ça d'ailleurs qu'on pense qu'il y a finalement peut-être... Parce que je vous dis que d'un coup, l'homme défriche tout et fait de l'horticulture, c'est très exagéré. C'est juste pour vous donner une idée. Parce que même quand on regarde aujourd'hui, en fait, la plupart des villes sont situées sur la côte. Vous n'avez rien en centre. Et ce n'est pas forcément qu'une question de difficulté d'aller au centre de l'île. C'est simplement aussi qu'il y a un respect de la nature. On ne la change pas trop. On utilise uniquement ce dont on a besoin. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses là-dessus. Après, c'est vrai que si vous regardez maintenant, c'est très, très mélangé avec les religions, surtout chrétiennes. C'était les chrétiens qui venaient à l'époque. Donc c'est très mélangé à la religion chrétienne, et donc c'est difficile un petit peu de savoir quelle est la part de ce qui a été amené récemment par les Européens et quelle est la part du rite ancien qui est resté. Mais voilà, c'est très tourné quand même encore vers la nature et vers la protection de la nature, que ce soit terrestre ou marine. Et donc, à peu près la création de ces îles terrestres. Création, on va dire vraiment en millions d'années. Voilà, c'est ça. Alors, ça varie. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est si je ne compte pas la Nouvelle-Calédonie, qui elle est vraiment très très ancienne, qui date de 300 millions d'années. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est la plus ancienne, elle a une petite centaine de millions d'années, donc elle, c'est vraiment la plus ancienne. Et après, vraiment, c'est au moment où les volcans ont percé, donc c'est quelque chose entre 15 millions d'années et puis 5 millions d'années pour les zones les plus récentes. Donc c'est vraiment très récent, c'est aussi pour ça qu'il n'y a finalement pas tant de diversité dessus aussi, c'est que même si 10 millions d'années, c'est suffisamment long pour qu'il y ait une évolution un petit peu de la végétation et de la faune, c'est trop court pour qu'il y ait beaucoup trop d'animaux pour se mettre dessus.
Alors, est-ce que quelqu'un aurait encore une question, peut-être? Oui. Bonsoir. Au début de cette conférence, vous aviez parlé d'espèces endémiques, et je voulais savoir, est-ce qu'il y a également, actuellement ou même à leur époque, est-ce qu'il y avait des espèces invasives? Vous aviez parlé du rat, des espèces qui étaient importées, mais naturellement, quand on voit les terres qui sont à côté, c'est l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Est-ce que l'une de ces deux terres-là n'a pas eu plus d'influence? Alors, en fait, c'est vrai que finalement, quand ça arrive naturellement, on a tendance à dire qu'elles sont arrivées tout seules et pas par l'homme, donc on ne les qualifie pas d'invasives. Oui, c'est ça, d'invasives. Il n'y a pas tellement de plantes ou d'animaux qu'on peut appeler envahissants, c'est-à-dire qui, naturellement, s'il y a un souci, vont commencer à tout coloniser. Le seul exemple, effectivement, dont je peux un peu parler, c'est certaines euphorbiacées, certaines espèces d'euphorbiacées qui ont tendance à vraiment pousser très très vite, à faire beaucoup de fleurs, mais elles sont là naturellement, elles sont naturellement présentes. Et c'est vrai que s'il y a une dégradation, même naturelle, elles ont tendance un petit peu à envahir le paysage. Mais normalement, si la perturbation n'est plus là, s'il y a à nouveau un climat, un environnement stable, elle va assez rapidement disparaître quand même au profit d'autres plantes. Mais oui, c'est quelques exemples que je peux donner, ça, et puis l'exemple que j'ai donné qui était présent naturellement et qui doit être là depuis un moment, qui est Cantaster plancy, la grosse étoile de mer, qui est naturellement présente là et qui a effectivement, dès qu'on l'aide un petit peu, un potentiel envahissant assez important. Sinon, après, ce qui a été emmené par l'homme, effectivement, il y a le rat, il y a, c'est surtout le cas en Nouvelle-Calédonie, il y a le chat, le chien et le cerf qui a été emmené, qui font énormément de dégâts, donc ça s'est emmené très 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 récemment. Mais le cerf, par exemple, alors il paraît qu'il a été emmené parce que la femme d'un des responsables de Nouvelle-Calédonie s'ennuyait mortellement et qu'on l'a proposé la chasse à courre, donc on a emmené le cerf, qui s'est beaucoup trop plu. Et donc il y a une petite tendance à détruire la végétation, surtout celle du sud, qui est très particulière, très fragile. Et donc si vous voulez manger du cerf en Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucun problème, hein, c'est le port d'ici. Donc il y en a partout, vous pouvez le faire sous toutes les formes. Et ça, pour le coup, effectivement, c'est très très envahissant. Et il y a même tellement trop de cerfs que même les chasseurs n'arrivent pas à en tuer assez pour essayer de diminuer l'invasion en fait, de ces animaux. Et sinon, ouais, voilà, ça va surtout être les animaux domestiques qu'on a apportés. Les plantes horticoles qu'on a amenées, elles sont on arrive encore assez à les maîtriser, à l'exception de quelques petites plantes qui ont été amenées, là aussi un peu comme le rat, par les bateaux et pas forcément volontairement. Donc par exemple, alors c'est vrai que j'ai pas de photo et c'est dommage, il y a une fleur qui s'appelle le lantana. Alors c'est une fleur qui est très très jolie, petite, qui elle est très invasive, qu'on va rencontrer assez fréquemment en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu, et qu'on va retrouver voilà, un petit peu partout, qui elle a été importée. Alors là par contre, il y a peut-être un siècle ou deux, donc c'est vraiment très très récent. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui, il y avait une question là. Bonsoir. Bonsoir. Je sais que cette zone-là est géologiquement active, enfin tectoniquement active, mais je me demandais si elle était volcaniquement active, et si oui, est-ce qu'il y a eu des impacts sur les civilisations de la Mélanésie? D'accord. Alors oui, alors c'est pas le cas de toutes, mais au Vanuatu, il y a encore quelques volcans actifs, je n'ai plus le chiffre en tête. C'est le cas également au Fidji, où vous avez encore des volcans actifs. Alors, ils sont en fait d'un type un peu particulier qu'on appelle phréatomagmatique, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont explosifs. En gros, vous avez de l'eau qui va se mélanger au magma, ça va faire une grosse explosion. L'homme est habitué à ça, de toute façon, même en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y avait des volcans, donc on suppose que de toute façon, il connaît un peu le principe. S'il y a eu des impacts, ils sont très locaux. Par exemple, il y a eu une explosion qui a eu lieu au Vanuatu, c'était il y a à peu près, c'était un peu moins de 500 ans. Et on voit que vraiment au niveau de l'explosion, effectivement, le village a été évacué, il n'y a plus personne. Mais si vous regardez 2 îles plus au sud, il n'y a aucun changement, donc c'était vraiment des changements très très locaux. Mais oui, ça arrive de temps en temps que si un volcan explose, faut bien aller se mettre ailleurs. Mais à mon avis, devait être suffisamment habitué pour pouvoir déménager entre guillemets rapidement, se remettre ailleurs et puis revenir au bout de quelques temps. Oui, il y a toujours quelques volcans que vous pouvez aller observer aussi d'ailleurs. Il y a certains volcans qui sont célèbres que vous pouvez aller observer si vous faites un voyage là-bas. Je préviens, je ne suis pas payée, donc si vous y allez, ça ne me rapportera rien. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Encore une dernière question? Oui. Quelle distance donc il y a à peu près entre ce site et l'Australie? Entre ces sites et l'Australie, très bonne question. Alors ça dépend où vous partez. C'est plusieurs centaines de kilomètres, je dirais
bien, alors là, d'après la carte, je dirais bien ouais, 500, 600, 700. Mais je sais qu'en avion, ça se fait en 2 heures. Après, on pourra peut-être calculer. Je sais que Nouméa, Brisbane, ça se fait en 2 heures à peu près. Donc, en 2 heures d'avion, oui, sachant... ouais, voilà, bon, alors, je vais vous poser une dernière question. Donc, ces gens-là sont très habiles sur la voile. Et donc, du côté Australie, donc aborigène, est-ce qu'il y avait... Alors eux, ils n'ont pas réagi. Enfin, s'il y a eu des échanges, vous voulez dire? Oui. Alors je sais que les aborigènes, ils fonctionnaient entre guillemets pas du tout de la même manière. Si par exemple il y avait des changements environnementaux, ils avaient non pas tendance à partir, mais éventuellement plutôt à changer vraiment leur habitude d'alimentation sans bouger vraiment de leur coin. Donc c'est vrai que je pense qu'ils sont restés assez isolés. Après, il y a peut-être eu des échanges. C'est un petit peu comme pour parler de la poterie tout à l'heure. On n'a pas vu de poterie, par exemple, lapita en Australie, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu des échanges. Mais peut-être qu'il y en a eu et que simplement on ne les voit pas. Elles ont peut-être été trop peu importantes. Mais a priori, oui, les aborigènes sont restés vraiment très isolés finalement sur leur très grande île, dans leur coin. Et c'était aussi compliqué finalement de naviguer à voile entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. C'était peut-être pas évident. J'avoue que je ne connais pas exactement les courants qu'il y a dans le coin, mais c'était peut-être non plus pas évident d'aller dans ce sens-là. Donc, voilà. Bon, merci. Merci à vous. Bon, et je vous remercie à tous pour votre attention. Et puis, merci Claire Combette pour cet exposé très, très, très intéressant.